Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue. Bienvenue pour démarrer ces cours pré-congrès dans cette salle sur l'assistance médicale à la procréation. Et en espérant tout le temps que ce congrès, ce 29e congrès de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique soit tout le temps à la hauteur de ce qu'il a toujours été. Donc, sans plus tarder, on m'a demandé d'être très ponctuel. Nous allons inviter Dr Mnalla à nous parler un peu de physiologie sur la folliculogénèse. Marhaba bik. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la folliculogénèse. Donc, un petit rappel sur les fonctions de l'ovaire au cours de la vie génitale féminine. Donc, la première fonction est la fonction de gamétogénèse, qui est la folliculogénèse. Donc, la folliculogénèse, elle a pour but de conduire à la formation d'un follicule mature, donc qui contient un ovocyte mature qui sera prêt à être fécondé par un spermatozoïde. La deuxième fonction est une fonction endocrine, donc qui consiste en la sécrétion des stéroïdes sexuels, à savoir les oestrogènes et la progestérone. Donc tout ceci est sous un double contrôle ou régulation, donc endocrine, par la FSH et la LH d'origine hypophysaire, sous le contrôle de la GnRH hypothalamique. Donc et essentiellement un contrôle autocrine et paracrine en intra-ovarien. Donc l'unité fonctionnelle et morphologique de l'ovaire, c'est le follicule ovarien. Donc ce follicule ovarien, en fait, il contient un ovocyte qui est entouré par des cellules périovocytaires qui forment la granulosa, et les cellules des TEC, la TEC interne qui va être responsable de la production des stéroïdes, et la TEC externe qui est fibreuse. Alors, là, sur une coupe d'ovaire histologique d'un ovaire adulte, on voit sur la partie externe, on arrive à voir des follicules qui sont à différents stades évolutifs. Donc c'est la zone périphérique qu'on appelle cortex de l'ovaire. Donc c'est là que va se faire la folliculogénèse. Donc la zone centrale ou la zone médulaire, elle contient essentiellement juste la vascularisation ovarienne. Alors, je vais essayer de parler brièvement des différents stades folliculaires. Le premier stade, c'est le follicule primordial. Donc le follicule primordial, voilà. Donc le follicule primordial est composé d'un ovocyte qui est entouré par une seule couche de cellules folliculaires qui sont aplaties. Donc ce follicule primordial il est constitué entièrement au cours de la vie intra-utérine, et il va constituer le pool de cellules folliculaires, le pool de follicules primordiaux et la réserve ovarienne. La première évolution, la première phase, ce sera le passage de follicule primordial à primaire. Donc l'ovocyte 1 qui était entouré par une couche de cellules aplaties, il va être entouré toujours par une seule couche, mais cette fois de cellules folliculaires qui sont cubiques. Donc le follicule secondaire, on parle de follicule secondaire à partir du moment où on a plus d'une couche de cellules folliculaires qui entourent l'ovocyte. L'ovocyte est cette fois entouré de la zone pellucide qui va avoir un rôle très important au cours de la fécondation pour la reconnaissance du spermatozoïde, avec apparition de la TEC interne à ce stade-là, qui va produire les stéroïdes ovariens. Donc le follicule tertiaire, il a la particularité de voir apparaître une cavité folliculaire qui va être remplie de liquide folliculaire. Donc c'est ce liquide folliculaire-là qu'on va ponctionner lors des ponctions ovocytaires, et qui est synthétisé par les cellules de la granulosa, avec apparition de la TEC externe qui est fibreuse. Et enfin, le stade ultime, c'est le follicule de De Graaf. On arrive à avoir le follicule de De Graaf qu'on voit ici sur le schéma. Les cellules de la granulosa, elles vont s'organiser en corona radiata. Là, c'est la sorte de couronne de cellules de la granulosa qui va entourer l'ovocyte. C'est ce qui forme le complexe cumulo-ovocytaire, et en cumulus oforus, qui lie le complexe cumulo-ovocytaire au reste des cellules de la granulosa. Donc la cavité, elle devient très importante. Elle est remplie de
de liquide folliculaire. Et enfin, donc, on va retrouver la thèque interne et la thèque externe. Alors, par le déclenchement donc, du pic de LH, donc, ce complexe cumulo-ovocytaire, donc, il va ovuler. Et ce qui reste donc du follicule de De Graaf, il va devenir le corps jaune et il va permettre donc de sécréter la progestérone au cours de la phase lutéale. Alors, quand on parle de folliculogenèse, on doit systématiquement parler donc de vogenèse. Les deux processus donc sont indissociables vu que l'ovocyte est contenu à l'intérieur du follicule. Donc la caractéristique donc, de l'ovogenèse, c'est que la méiose de l'ovogenèse chez la femme, elle est discontinue. Donc en fait, elle va commencer à la vie intra-utérine et elle ne va s'arrêter que s'il y a fécondation. Donc au cours, donc la méiose, elle est divisée donc en 3 phases. La première phase qui est la phase de multiplication, donc qui va démarrer au cours de la vie génitale. Donc c'est entre le 4e et le 7e mois de la vie intra-utérine que les ovogonies vont se multiplier par des mitoses successives. Donc, et pour enfin que la méiose démarre pour donner un ovocyte 1. Donc c'est un ovocyte qui est bloqué en phase de prophase 1. Donc, comme on le voit ici, c'est un ovocyte qui contient donc un noyau de grande taille qu'on appelle vésicule germinative. Donc ça, c'est l'ovocyte bloqué en prophase 1 qu'on appelle vésicule germinative. En fait, après, on a la deuxième phase, c'est à partir de la naissance qu'on commence à observer les phases suivantes. Donc la deuxième phase, c'est la phase de croissance. Donc on a toujours un ovocyte bloqué en prophase 1, mais on a une synthèse importante donc, de protéines et d'ARN messager. Donc l'ovocyte, il va carrément tripler donc, de volume durant cette phase, et c'est une phase qui est très 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 lente dans le temps. Donc, la troisième phase, c'est la phase de la maturation et qui a lieu uniquement quand le pic de LH arrive. Donc en fait, il y a un passage, donc une reprise de la méiose et un passage de l'ovocyte 1 en ovocyte 2 avec une expulsion du globule polaire. Donc on voit ici l'image réelle d'un ovocyte avec l'expulsion du globule polaire. Donc ça, c'est un ovocyte en phase de métaphase 2. Et enfin, donc la méiose ovocytaire ne sera effectivement complète que s'il y a fécondation, donc avec expulsion du deuxième globule polaire et apparition des 2 pronucléi sur l'ovocyte. Alors, ce qui est important à retenir en fait ici, c'est que les divisions de mitose, n'ont lieu que durant la vie intra-utérine. Donc, en fait, c'est là où va se constituer donc, le stock de follicules. Et d'où la notion donc, de réserve ovarienne. Donc le dogme, ce qui est connu par tout le monde, c'est que le stock folliculaire, donc, il est formé au cours de la vie intra-utérine et après il ne se formera plus aucun follicule primordial. Donc c'est la réserve avec laquelle donc, une femme va partir et ça va s'épuiser avec l'âge. Alors ici, donc, on a une coupe histologique d'un ovaire néonatal. Donc au niveau de l'ovaire néonatal, donc, on ne voit que des follicules primordiaux. Alors, donc, il faut savoir qu'il y a un phénomène très très important donc, au cours de la constitution justement du stock de follicules ovariens. Donc, c'est qu'il y a un phénomène d'atrésie qui est très très important. Donc, en fait, au niveau de la période intra-utérine, donc in utero, nous avons environ 7 millions de cellules souches. Donc, ici, on voit que le pic où on a le plus donc, de cellules, donc, il est au niveau de la période intra-utérine. Et à la naissance, ça va carrément tomber à 1 million de follicules pour diminuer encore plus à la puberté où il n'en persiste que 300 000 follicules et à la ménopause, donc seulement 1000 follicules pour seulement 400 ovulations pendant une vie génitale. Donc pour dire que le phénomène d'apoptose, il est très très important donc, et il se fait quasiment à tous les stades d'évolution.
Alors, donc, cette notion de réserve ovarienne, elle est donc très importante et elle est définie par deux facteurs principaux. Donc, c'est la constitution du stock folliculaire initial, dont on vient de parler à l'instant, et c'est la cinétique d'atrésie folliculaire. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent aggraver donc l'atrésie folliculaire et contribuer à une baisse de la réserve ovarienne. Alors, en ce qui concerne le stock folliculaire initial, ce qui est certain et prouvé par toutes les sociétés savantes, c'est qu'il a un déterminisme génétique. Sauf que plusieurs facteurs ont été identifiés jusqu'à ce jour, mais plusieurs facteurs restent encore en cours d'étude et malheureusement, on ne détient pas encore donc, la totalité des gènes qui participent au déterminisme génétique de la réserve ovarienne initiale. Alors, l'atrésie folliculaire ou l'apoptose, il faut savoir que en fait, donc, la survie donc, de l'ovocyte, elle est régie par un équilibre entre des facteurs apoptotiques et des facteurs anti-apoptotiques. Donc, en fait, c'est ce qui a été prouvé. Donc, il y a plusieurs gènes qui ont été identifiés. Ici, je rapporte juste le travail donc, de Perez et al. Qui se sont basés donc, sur le principe du knockout et qui ont étudié chez des souris pour mettre en évidence que le gène BAX était un facteur pro-apoptotique et que le gène BCL2 était un facteur anti-apoptotique. Alors, les étiologies de la diminution de ce stock folliculaire constitué pendant la phase intra-utérine sont très nombreuses. Sauf que malheureusement, on n'arrive pas à toujours les déterminer. Donc on a des causes iatrogènes, on a des causes génétiques autosomiques, on a des causes avec des syndromes, avec des maladies syndromiques, des maladies non syndromiques, des causes génétiques qui sont liées à l'X et des causes systémiques, à savoir les maladies auto-immunes et les atteintes virales. Sauf qu'en fait, dans la majorité des cas, l'origine d'une diminution du stock ovarien, si elle est due à un stock insuffisant initialement ou si elle est due à une atrésie donc folliculaire qui est accélérée, reste dans la majorité des cas indéterminée. La seule certitude qu'on détient jusqu'à ce jour, c'est que la perte folliculaire, elle est liée à l'âge. Ça, c'est une certitude qu'on a et c'est ce qui constitue donc le vieillissement ovarien. Ce vieillissement ovarien, en fait, comme on le voit sur la courbe ici, donc on a Donc on a une accélération, donc selon ce qu'a rapporté donc Nicolas Houn dans son étude, donc on a une accélération de la perte du capital folliculaire après 27 ans et demi, avec un phénomène d'atrésie qui est très important, ce qui va conduire en fait ce phénomène de vieillissement ovarien à des altérations qualitatives de l'ovocyte qui sont liées à l'âge, avec des effets sur la fécondabilité de l'ovocyte, la ségrégation chromosomique, les mécanismes de la réparation de l'ADN et l'intégrité du cycle cellulaire. Donc dire l'importance de la qualité ovocytaire chez un âge jeune. C'est ce qui explique en fait l'augmentation du recours en AMP. Il faut savoir à titre d'exemple que dans les années 60, donc, les femmes avaient leur premier enfant à l'âge de 20 ans et dans les années 2010, donc l'âge du premier enfant, il est passé à 31 ans. Donc il y a certainement la réserve ovarienne à 20 ans et à 30 ans ne sont pas les mêmes et donc il y a certainement une baisse de la grossesse spontanée chez les patientes qui sont plus âgées. Alors là maintenant on va parler donc des phases de la folliculogenèse. Donc la folliculogenèse donc dans l'espèce humaine, elle a pour but donc de produire un seul ovocyte par cycle. Alors, donc, les principales phases donc, de la folliculogenèse, donc on va principalement les diviser en deux phases. Donc, la première phase, c'est une phase qui est totalement indépendante donc, des gonadotrophines, donc qui va commencer donc, dès la vie intra-utérine et va aller donc, jusqu'à la période de la puberté. Donc, jusque-là, on n'a pas du tout de gonadotrophines et donc elle est régie essentiellement par des facteurs paracrine et autocrine. La régulation est strictement intra-ovarienne. Donc après, la deuxième phase, donc c'est une phase qui est dépendante des gonadotrophines et qui va démarrer à partir de la puberté, qu'on appelle développement folliculaire terminal et qui lui aussi donc, contient 3 phases. Donc on va commencer par les 2 premières phases qui sont indépendantes des gonadotrophines. Donc on va commencer par la phase de l'initiation. Donc l'initiation, en fait, c'est la sortie donc, du pool
folliculaire constitué durant la vie intra-utérine. Donc, c'est le passage d'un follicule primordial à un follicule primaire. Donc, le nombre sortant de la réserve par jour. Donc, nous avons chaque jour donc, des follicules qui vont sortir du stade primordial et passer vers le stade primaire. Ce passage ou cette activation donc, du follicule qui est sans au follicule primaire, donc, elle est strictement régie par des facteurs ovariens, intra-ovariens. Donc plusieurs facteurs ont été identifiés et la chaîne exacte n'est toujours pas connue dans sa chronologie exactement. Donc ici, ce qu'on remarque par contre, ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est une balance entre des facteurs activateurs et des facteurs inhibiteurs. Comme on le voit ici, donc on a des facteurs donc inhibiteurs tels que la FOXO3 ou la PTEN et des facteurs activateurs tels que le facteur NGF, le facteur BDNF, le facteur K-ligand et le facteur FGE2. Donc c'est vraiment une balance très très compliquée et on est en train, en fait, les dernières années, d'essayer de mettre au point la succession chronologique exacte, mais ce n'est pas encore totalement au point. Donc il faut savoir que l'évolution du follicule primordial vers le stade primaire est très très lente. Donc ils vont commencer à sortir par jour, donc dès la naissance, donc des follicules du stade primordial à primaire, et ils vont finir par s'attrésier jusqu'à arriver à la puberté. Alors, la deuxième phase, c'est la phase de croissance folliculaire, donc, qui est aussi indépendante des gonadotrophines. Donc, c'est le passage, cette fois, donc, du follicule primaire au follicule secondaire, avec une régulation toujours au niveau paracrine, donc avec des facteurs régulateurs intra-ovariens, toujours des facteurs activateurs tels que la GDF9, le FOXO3, donc le BMP15 et le KIT ligand, et des facteurs inhibiteurs, FOXL2 et AMH. Donc à ce stade-là, on a aussi commence la différenciation de la TEC interne, aussi grâce à des facteurs locaux. Et aussi pour ce stade, donc, nous avons une sortie quotidienne donc, du pool et entrée en croissance finalement pour une seule ovulation par cycle à partir de la puberté. Donc dire le nombre de follicules qui vont s'attrésier en chemin. Alors, donc, on arrive donc aux phases qui sont dépendantes des gonadotrophines. Donc, on commence à observer ces phases à partir de la puberté, à partir de la mise en place donc, de l'axe gonadotrope donc, chez la femme. Donc, et on a 3 phases. Donc, c'est un développement qui est cyclique et qui est activé dès la régression du corps jaune pour démarrer donc, un nouveau cycle, une nouvelle phase folliculaire. Donc, la caractéristique de cette phase, c'est essentiellement qu'on a une multiplication très très importante des cellules de la granulosa. Alors, on va commencer par le premier événement, donc, qui est le recrutement folliculaire. Donc, les follicules gonadodépendants présents dans les ovaires vont entrer en croissance terminale. Donc, c'est là que tout se passe, c'est là que va commencer vraiment le recrutement des follicules en trop qui vont pouvoir arriver à maturité. Donc, le recrutement, il va se faire aux alentours chronologiquement dans les 5 premiers jours du cycle, suite à une petite élévation donc, de la FSH dans la phase lutéale, en fin de phase lutéale précédente. C'est ce qui va donc constituer ce qu'on appelle la cohorte. La cohorte est l'ensemble de follicules qui sont recrutés en début de cycle et qui vont commencer donc leur croissance. Ceci coïncide donc du coup avec une activité aromatase dans la granulosa. L'aromatase donc elle va servir à aromatiser donc les androgènes en oestrogènes. Ces mêmes androgènes qui vont être sécrétés donc, par les cellules de la TEC interne sous l'action de l'ALH. Donc, plus la FSH va augmenter, plus elle va augmenter la sécrétion des œstrogènes par stimulation donc, de la FSH. Donc, ces phénomènes, à ce stade-là, donc en début de cycle, ils sont encore de faible amplitude. Donc, on a encore une sécrétion de FSH qui est basse, une sécrétion des œstrogènes qui n'ont pas encore assez augmenté. Alors, la théorie des vagues. Donc, il faut savoir que dans la théorie classique, dans la théorie qu'on a toujours connue, il y a une seule vague folliculaire donc, qui est recrutée dans chaque début de cycle. Donc, dans chaque début de cycle, il y a une seule vague qui est recrutée, sauf que cette théorie, elle a été remise en question dans les dernières années. Il y a plusieurs auteurs donc, qui ont dit qu'il y a plus d'une vague qui est recruté au cours d'un même cycle. Donc, ce qui a amené plusieurs auteurs à faire des études donc, sur le fait de stimuler une patiente donc,
pendant la phase folliculaire et pendant la phase lutéale, ce qui permet donc d'avoir 2 stimulations pour un même cycle. Ce concept est paru très très important donc pour les patientes qui sont en début d'insuffisance ovarienne, pour permettre justement de pouler des ovocytes ou des embryons plus rapidement. Donc, les auteurs ont pu aussi mettre en évidence donc, que les follicules issus de la deuxième vague, donc de la phase lutéale, sont aussi compétents que les ovocytes issus de la phase folliculaire et qu'on pouvait même avoir des naissances avec. Donc, alors, on passe à la deuxième phase qui est la phase de sélection. Elle coïncide en fait avec l'apparition de récepteurs à la LH sur les cellules de la granulosa. Donc, toujours sous l'action de la LH pour se préparer au pic de LH en fait. Alors, la FSH va stimuler donc à ce niveau-là donc la synthèse de l'inhibine B qui à son tour va inhiber la FSH. Donc, on va avoir la petite diminution donc de la FSH qui va être essentiel pour la préparation à la dominance du follicule. Alors, on arrive enfin à la phase de dominance du follicule. Donc, en fait, il faut savoir que tous les ovocytes qui ont été recrutés, toute la cohorte folliculaire va s'atrésier, sauf pour un seul follicule qui va arriver à maturité, et c'est celui qui a le seuil de réponse de FSH le plus bas. Vu que l'inhibine va inhiber donc la FSH, le taux de FSH il va baisser et il ne va persister donc que le follicule dominant. Donc les principales caractéristiques de la phase de dominance sont la croissance et la maturation du follicule préovulatoire, la régression par atrésie de tous les autres follicules de la cohorte et le blocage à ce stade-là du recrutement de nouveaux follicules. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut agir sur le nombre de follicules qui sont recrutés à ce stade-là? Alors, il faut savoir qu'il y a une proportionnalité donc très bien établie entre le stock folliculaire ou le stock des follicules primordiaux qu'on a et la sortie et le nombre de follicules qui sortent, donc qui sont recrutés en début de cycle. Donc finalement, on ne peut pas agir à ce stade-là et tous les protocoles de stimulation donc, qui sont utilisés, donc ils vont en fait juste agir sur le blocage de l'atrésie de ces follicules qui vont sortir qui vont être recrutés. Donc finalement, on ne peut pas augmenter le nombre de follicules recrutés, mais on peut, en gardant des doses de gonadotrophine élevées, donc des doses de FSH élevées, éviter que ces follicules ne partent en atrésie. Donc la cohorte folliculaire est finalement, donc, dans la physiologie, ce qui est noté, réduite au nombre d'ovulations caractéristiques de l'espèce, ça on l'a déjà dit. Alors, donc, le follicule de De Graaf, c'est le passage donc, de la phase de dominance c'est le seul. Excusez-moi. Donc, le follicule passant la phase de dominance, c'est un seul follicule, donc le follicule dominant, et il va devenir un follicule de De Graaf. Donc, et ceci a lieu donc, à la suite du pic de LH. À la suite du pic de LH, il y a plusieurs phénomènes qui vont avoir lieu, à savoir un arrêt des divisions cellulaires des cellules de la granulosa, un étirement et un aplatissement des cellules de l'épithélium ovarien, une contraction du follicule grâce à la thèque externe. L'ovocyte 1 va devenir un ovocyte 2, donc il va reprendre sa méiose, mais il va rester bloqué cette fois en métaphase 2. La rupture folliculaire a lieu, donc le complexe cubulo-ovocitaire, donc il va sortir et il y a une fuite du liquide folliculaire et le corps jaune, il va se former. Alors, un point très important sur lequel je voudrais insister, c'est que toutes ces phases-là ont pour but ultime finalement de nous fournir un ovocyte mature. Qu'est-ce qu'un ovocyte mature? Alors, l'ovocyte mature, ce qu'on sait, ce qui est très courant, c'est un ovocyte qui a émis son globule polaire et on dit que c'est un ovocyte mature. Sauf que ça, c'est très facile à confirmer au microscope et tout le monde le sait. Ce qu'on ne sait pas par contre, c'est qu'un ovocyte peut être en apparence mature, on le voit au microscope, il est mature, mais en fait, il n'a pas acquis sa compétence cytoplasmique. La compétence cytoplasmique, en fait, c'est une phase très très importante au cours de la maturation d'un ovocyte. Il doit y avoir des synthèses de protéines très importantes et des synthèses d'ARN qui vont être indispensables donc, au phénomène de la fécondation et au développement des premiers stades embryonnaires. Donc, si la compétence cytoplasmique n'est pas
acquise l'ovocyte, même s'il a son premier globule polaire et qu'on le voit mature au microscope, il peut ne pas être fécondé et ne pas permettre donc la fécondation. Donc ceci est très difficilement évaluable en pratique, et donc sur ça on se base donc sur une évaluation in vitro, donc des taux de fécondation, des taux de clivage, des taux de grossesse et des taux d'implantation. Alors, juste un petit mot donc, sur la régulation endocrine, donc la régulation de tout ce qu'on vient de citer, donc de la folliculogenèse, elle se fait donc à 3 niveaux. Un niveau hypothalamique par la GnRH, donc, qui a une sécrétion pulsatile, donc elle est sous le contrôle de neuromodulateurs du système nerveux central. Ensuite, donc, la GnRH va agir donc, sur l'hypophyse, qui va sécréter donc, de manière cyclique les deux gonadotrophines, la FSH et la LH. Donc il faut savoir que la FSH, c'est la seule gonadotrophine qui va avoir un rôle donc, dans la croissance des follicules et dans le recrutement folliculaire. La LH aura un rôle dans le pic donc, pour l'ovulation et dans la phase lutéale. Alors, au niveau ovarien, donc, on va avoir le follicule qui va sécréter les oestrogènes et le corps jeune en deuxième phase du cycle qui va sécréter la progestérone. Alors, l'effet des hormones gonadotropes, donc je vais juste passer vite fait, donc la FSH et la LH. Donc la FSH a ses récepteurs donc, uniquement sur les cellules de la granulosa, donc elle va elle-même, en avançant donc, dans le cycle, induire la formation et la synthèse de ses propres récepteurs et la synthèse de l'aromatase, donc qui va servir à l'aromatisation donc, des androgènes en oestrogènes. Alors, il faut savoir aussi que la FSH elle a un effet mitogène très très important donc, sur le follicule, et elle va donc stimuler donc, l'augmentation de sa taille et certaines synthèses au niveau du follicule. Elle va stimuler aussi la synthèse de l'inhibine B qui, à son tour, donc, va inhiber la FSH. Et enfin, elle va induire la synthèse des récepteurs de la LH sur les cellules de la granulosa, et ceci se passe en fin de phase folliculaire. Alors, en ce qui concerne la LH, donc, elle a ses récepteurs donc, sur les cellules de la thèque interne pour la synthèse des oestrogènes dès le début du cycle, et sur les cellules de la granulosa, donc, ils apparaissent sous l'action de la FSH en fin de phase folliculaire, ce qui va donc finalement déclencher l'ovulation. Alors, et les récepteurs donc, de la LH sur les cellules lutéales pendant la phase lutéale vont permettre donc, de synthétiser la progestérone. Alors, donc, juste un petit mot donc, sur les systèmes de rétrocontrôle. Il faut savoir que les rétrocontrôles donc, sont différents selon la phase dans laquelle on se trouve au niveau du cycle. Donc, il y a le rétrocontrôle qui est négatif au niveau de la phase folliculaire initiale. Donc, les oestrogènes vont rétrocontrôler négativement donc, les sécrétions de l'antéhypophyse et de l'hypothalamus. Mais ce rétrocontrôle sous l'augmentation, une fois les oestrogènes vont arriver à un certain seuil, donc le rétrocontrôle il va passer en rétrocontrôle positif. C'est ce qui va permettre d'avoir le pic de LH. J'ai presque fini. Alors, donc, juste un petit mot sur les actualités donc, au niveau de la folliculogenèse. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc, le dogme que tout le monde adopte, que tout le monde a, que depuis 50 ans, tous les auteurs ont répété, c'est que le stock des follicules primordiaux est définitivement constitué avant la naissance et qu'on n'a plus du tout de nouveaux follicules primordiaux qui vont apparaître. Sauf que les dernières années, plusieurs auteurs se sont mis donc, à parler de cellules souches et de l'effet des cellules souches ovariennes pour la production, donc pour une néo-ovogenèse pour obtenir donc, des follicules en trop. Donc là, j'ai pris l'exemple de cette étude qui est très très intéressante. Donc en fait, ils ont prélevé du cortex ovarien, donc ils ont fait une dissociation tissulaire avec un tri cellulaire en cytométrie de flux. Ils ont pu isoler les cellules souches donc germinales qui ont une activité mitotique. Ils leur ont donc incorporé une activité fluorescente et ils ont fait une xénogreffe. Donc ils ont réinjecté donc, ces cellules dans un fragment de cortex humain chez la souris. Et ils ont pu obtenir des follicules ovariens humains chez cette souris. Donc ça, c'est une étude qui est assez récente, donc qui est de 2018. Et donc, mais la folliculogenèse in vitro, donc à partir des cellules souches ovariennes, demeure encore un protocole de recherche
Et il faut savoir que plusieurs semaines de culture sont nécessaires avec des conditions de culture qui demeurent quand même assez difficiles et qui ne sont pas encore totalement contrôlées aux différentes étapes. Alors, plusieurs naissances, malgré ça, ont été obtenues sur le niveau murin, pas encore sur l'humain, bien sûr, mais ça donne de l'espoir donc chez l'enfant et ça donne de l'espoir pour les fragments de cortex qui sont congelés donc, dans un contexte de préservation de la fertilité, surtout lorsqu'on a un doute sur la réintroduction de la maladie. Enfin, un tout petit mot sur l'activation des follicules dormants. Donc, il faut savoir que, donc, comme on l'a dit, au cours de la vie génitale, donc, la femme, elle va commencer à perdre ses ovocytes. Donc, on a ici donc, le pool de follicules primordiaux donc, qui va s'activer pour donner des follicules en trop. Le stock de follicules en trop va diminuer quantitativement et qualitativement au cours de la vie jusqu'à la ménopause pour s'épuiser totalement. Par contre, chez toutes les femmes qui arrivent à la ménopause, on arrive à garder quand même aux environs de 1000 à 1500 de follicules primordiaux qui restent dormants et qui ne s'activent pas, qui sont encore bloqués en prophase 1 et donc c'est juste une diminution quantitative. Ils ont gardé leur qualité. Donc ce que certains auteurs ont essayé de faire, donc je vais passer, donc c'est que les voies d'activation qu'on a établies tout à l'heure, desquelles j'ai parlé tout à l'heure, donc en fait ils ont essayé d'utiliser les mêmes facteurs activateurs et les mêmes facteurs inhibiteurs pour essayer justement de stimuler les follicules primordiaux et ils sont arrivés à obtenir des follicules en trop chez des femmes qui ont une baisse de la réserve ovarienne et ils sont arrivés à obtenir des naissances. Voilà. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était pas facile de faire